Bonjour les graphes et bienvenue à une nouvelle vidéo. On va parler de la classe moyenne. Vous le savez, la démographie c'est la reine et on sait très bien que dans l'Occident on a une démographie chancelante, ce qui relance de toute façon les débats sur l'immigration puisque c'est le seul moyen entre guillemets à un moment donné, si vous voulez, de rebalancer avec une natalité déclinante. Toujours est-il que en gros, ce qu'il faut se dire quand on est en bourse, si vous voulez, on pourrait se dire, si la démographie chancelle, s'il y a moins de population, ça fait potentiellement moins de consommateurs, moins de travailleurs. Donc c'est inflationniste d'un côté, ou globalement c'est déflationniste de l'autre, puisqu'on va avoir moins de consommation, moins de croissance. Une fois qu'on a dit ça, on tire la pelote de laine pour expliquer que les matières premières, si vous voulez, finalement on va pas avoir de super gros cycle aussi sur les matières premières à cause de ça. Mais il faut tirer l'autre pelote de laine, c'est que il faut regarder le monde dans son ensemble. Et le monde dans son ensemble, si vous voulez, c'est les pays émergents. Et pays émergents, c'est quoi? C'est l'Asie, et notamment l'Asie du Sud, et on peut même sortir la Chine de cela, mais ça va être tous les pays limitrophes. Je vous avais dit il y a 2 ans ou il y a 3 ans, ma théorie et mon hypothèse de travail, c'était de dire quand on va avoir de plus en plus peur de la Chine, si vous voulez, et tout le monde a concentré sur la Chine, il va falloir donc dédoubler les usines, les supply chains, etc. Et on va aller taper sur les voisins, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, même l'Indonésie, et on va aller chercher également aussi des pays producteurs d'énergie. Ça peut être pas mal. Et les États-Unis, ça va être la même chose, mais donc ça va être un pays comme le Mexique qui va en profiter, et puis l'Amérique latine, Brésil, Argentine, même si l'Argentine c'est toujours pareil, c'est toujours en crise tous les 5 ans, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Pour moi, c'est toujours des trades intéressants, pas des investissements, mais des trades intéressants sur ces valeurs de pays émergents. Après, il y a une autre façon d'y investir avec un tracker, évidemment, mais qui sera surpondéré sur des valeurs plutôt asiatiques que sur l'Amérique latine. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et donc, on voit le Mexique également a été très performant. Et en Europe, ça va être tout ce qui va être Europe de l'Est qui continue, je dirais, de récupérer l'essentiel de la déglobalisation. Parce que c'est toujours la même chose, la globalisation, si vous voulez, c'est pas un truc que vous mettez on-off. Quand on parle de déglobalisation, c'est juste que vous aviez un indice 100 de globalisation, vous passez à 98, ça peut paraître très peu dans les échanges commerciaux mondiaux, etc. Mais cette différence-là, pour les marchés locaux où on va relocaliser, mais on relocalise pas sur le pays central, mais sur les pays annexes, ça va être énorme. Okay, c'est de la même manière qu'on a surconcentré les pays américains dans les investissements boursiers depuis les 10 dernières années, jusqu'à ce qu'ils représentent aujourd'hui 2/3 de la capitalisation boursière mondiale. Il suffit que vous ayez un retrait de 2 ou 3% globalement de cette capitalisation boursière mondiale aux US et que vous la mettiez en Europe, où justement on a réduit au maximum ces dernières années, depuis 100 ans, depuis les 2 guerres mondiales, etc., vous avez réduit la surpondération de l'Europe globalement dans le marché mondial. Et ces 2% que vous retirez des US, si vous les rajoutez aux US, ça ne changerait pas grand-chose en termes de flux, mais si vous les mettez en Europe, alors qu'on a déshydraté globalement les volumes, ces 2%, vous les remettez, pas du jour au lendemain, mais vous les dispersez, ça fait un énorme impact. Là, c'est exactement la même chose. Dans la déglobalisation, entre guillemets, vous avez toujours dans l'histoire une période de protectionnisme, etc., qui fait que vous avez une déglobalisation. Le commerce mondial, international, continue de croître, mais à une capacité moindre qu'auparavant. Et ce delta va faire de relocalisation, et vous avez un certain nombre de pays qui en profitent énormément. Donc pour moi, c'est ça. Et en parallèle de ces pays-là, globalement, si vous voulez, ils ont une croissance économique, et ils ont des populations jeunes. Ils ont des populations très jeunes et très importantes. On a beaucoup parlé de la Chine, mais qui a une population très vieillissante. La prochaine Chine, on sait, c'est l'Inde, mais c'est déjà ça. Mais pour moi, si on va pousser plus loin, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, voilà. Et puis si on va pousser beaucoup plus loin, c'est l'Afrique. L'Afrique, on sait, c'est toujours compliqué de faire du business, etc. Mais si on pousse, peut-être pas à la prochaine décennie, mais encore à la prochaine, on sait très bien que vous avez des pays comme le Nigeria qui ont des populations très jeunes et qui sont en croissance. Et puis après, Brésil, Argentine également. Donc après, voilà, vous pouvez avoir un melting pot des deux mondes, si vous voulez, où vous avez les pays européens qui ouvrent un petit peu les vannes de l'immigration pour essayer de récupérer ces surplus de population jeunes. Mais sinon,
c'est ces pays-là qui vont avoir les mains. Hein, on parle avec l'intelligence artificielle, etc., qu'on va avoir de moins en moins de besoin de mains, mais si vous regardez un petit peu, les créations de postes sont de plus en plus, non pas dans les cols blancs que l'on a plébiscité ces 20 dernières années, mais dans les cols bleus, hein, donc c'est les mecs avec le marteau. Donc ça aussi, c'est très important à regarder. Donc du coup, on a cette émergence, donc on a, si vous voulez, tout qui se met en branle en même temps. Et donc dans ce chart de JP Morgan, ce que l'on voit bien, si vous voulez, c'est qu'on va retrouver la croissance de la classe moyenne. Je rappelle, la classe moyenne, c'est typiquement le consommateur qui permet la croissance que l'on connaît depuis les 20 dernières années, avec de l'endettement, etc. Et donc la hausse des actions, la hausse des profits des entreprises. Alors on pourrait être tenté de se dire, eh ben, il faut tout abandonner en Europe et il faut aller acheter que des valeurs asiatiques ou Amérique latine, ce que vous voulez. Mais non, n'oublions pas aujourd'hui que si vous regardez les CAC 40, ben, toutes les valeurs ont l'essentiel de leur chiffre d'affaires qui est déjà en dehors de France, voire en dehors d'Europe. Donc c'est important, si vous voulez, de bien comprendre l'internationalisation de ces grandes sociétés qui souffriront beaucoup moins, et voire pas du tout, et qui vont continuer de profiter. Je veux dire, un sac à main Louis Vuitton, on peut penser qu'une femme indienne en achètera une palanquée ces prochaines années. Donc même si vous avez une réduction, si vous voulez, de la demande en Europe ou aux États-Unis, vous avez la compensation qui peut se faire en Asie. Donc le Mexique, ok, et là vous avez les projections sur 2030. Donc vous voyez un petit peu que ce qui va potentiellement, si on veut penser que les marchés boursiers vont continuer leur croissance pour la prochaine décennie, c'est parce que, si vous voulez, la démographie, quand on regarde l'Occident, est en baisse, et on peut se dire baisse des consommations, etc. Mais quand on regarde les pays limitrophes, et quand on regarde justement le reste du monde, on est dans une croissance de cette population-là qui va être très importante, donc avec du pouvoir d'achat. Ce qui reste important, vous voyez, c'est regarder les différentiels en Asie-Pacifique, l'Inde qui doublera, si vous voulez, par rapport à la Chine, ok, sur les 7 prochaines années. Et le reste de l'Asie qu'il ne faut pas négliger, c'est énorme par rapport à ce que vous allez voir, les taux de croissance de la classe moyenne sur les autres pays. Donc on voit bien l'Amérique et l'Europe, donc l'Amérique du Nord et l'Europe, qui sont sur de la longue croissance. Okay, donc cela, typiquement, voilà, vous avez globalement les secteurs et les régions de croissance. Et toute la question, maintenant, ça sera pour moi un jeu d'immigration sur les années à venir, et ensuite, pour les entreprises, une capacité d'aller chercher ces marchés-là. Donc, c'est pas tout, si vous voulez, d'investir sur les marchés émergents, mais quand vous investissez sur les marchés émergents, sur un tracker, par exemple, il faut regarder votre panier de valeurs, parce que ça va être des paniers de valeurs émergentes, et vous avez des valeurs européennes, éventuellement, qui peuvent parfaitement profiter de cet essor-là. Donc évidemment, tout ça, ça pose un certain nombre de questions également sur l'énergie, parce que croissance des classes moyennes, également, c'est croissance de l'énergie, c'est croissance des besoins d'eau, croissance d'un certain nombre de ressources minières, donc ça aussi, c'est à ne pas négliger. Donc si vous voulez, quand on parle intelligence artificielle, on se dit déflation, quand on parle baisse de la démographie dans les pays, on se dit déflation d'un certain côté parce qu'on va se dire baisse de la croissance, mais inflation parce qu'on a moins de mains et donc il faut payer plus cher les quelques mains que l'on peut pour faire le boulot. Mais d'un autre côté, question de l'immigration qui peut avoir une grosse incidence, et puis le reste du monde qui est très inflationniste puisqu'on est dans l'émergence de classes moyennes. Donc, si vous voulez, c'est juste un centre de gravité qui change globalement dans le monde, mais ne jamais oublier l'internationalisation des entreprises. Ça reste un grand village, le monde. Donc ça, voilà, pour moi, c'est le chart qui est le plus important, et donc la question du pétrole, on en revient à là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tout le monde va vers du zéro pétrole, mais en attendant, pour pouvoir continuer de nourrir et de générer l'énergie nécessaire à ces populations-là, eh ben, il va bien falloir aussi rester pragmatique, et ces pays-là restent pragmatiques, c'est-à-dire que même si on investit dans le nucléaire, dans l'essor également des énergies renouvelables,
on continue à avoir besoin d'hydrocarbures. Et donc toute la question aujourd'hui sur le prix des hydrocarbures, c'est la capacité à quand même continuer un petit peu d'investir, parce que si on désinvestit maintenant, on en a encore besoin pour 10-15 ans éventuellement, et donc ça ne fera qu'un déficit d'offres qui fera monter les prix. Donc c'est toute cette balance-là qui est en train de se jouer quand on parle, au-delà de parler juste marché émergent, c'est de prendre toute la vue globale. Voilà pour cette vidéo, je vais la terminer ici, je ferai d'autres vidéos pour d'autres secteurs. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça motive à en faire d'autres. À me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour essayer voilà, d'étendre peut-être sur d'autres propositions et d'autres choses, comment vous voyez les choses, comment vous vous positionnez éventuellement pour jouer ces choses-là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes, merci.